Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal Éducation, ravi de vous retrouver encore une fois dans votre émission L'Entretien. Pour ce nouveau numéro, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau un homme qu'on ne présente plus au sein du système éducatif sénégalais, M. Momar Bassinsar. Inspecteur, vous êtes également le chef de la division des examens et concours scolaires au niveau de la DEXCO, entendez, direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour inspecteur et ravi de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour M. Sek, c'est pour moi un immense plaisir vraiment de me retrouver ici, dans votre plateau, pour échanger avec vous sur les questions liées aux examens et concours. Et tout l'honneur est pour moi, pour avoir vraiment contribué à ma formation. Un grand merci, M. l'inspecteur, sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Alors, pour le prétexte de cette émission, c'est les examens scolaires, avec la fin de l'organisation du certificat de fin d'études élémentaires et de l'examen et du concours de l'entrée en sixième, et également l'examen du BFM qui pointe à l'horizon le 16 juillet prochain. Donc, c'est tout cela, les questions que nous allons débattre dans cette émission L'Entretien. Mais tout d'abord, nous allons nous attarder un tout petit peu par rapport à cette actualité, monsieur l'inspecteur. Ce programme d'urgence de réception des abris provisoires que le ministère de l'Éducation nationale a lancé aujourd'hui avec son collègue des Forces armées à Sédhiou. Aujourd'hui, quel commentaire vous en faites très rapidement? Juste un commentaire qui traduit ma satisfaction en tant qu'acteur de l'éducation. Comme vous le savez, les autorités jusqu'au plus haut niveau ont opté pour promouvoir la qualité dans notre système éducatif. Surtout la formation du capital humain. Surtout la formation du capital humain. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez que l'environnement scolaire constitue un intrant de qualité, de taille d'ailleurs. Et c'est ce qu'a compris le gouvernement sénégalais par l'intermédiaire de M. le ministre de l'Éducation nationale qui est en train vraiment de travailler d'arrache-pied pour, en tout cas, permettre une résorption des abris provisoires. Vous savez que l'environnement scolaire est extrêmement important. Et comme le dit très souvent même les philosophes, le milieu détermine l'individu. Beaucoup d'élèves ont échoué dans leur cursus scolaire à cause d'un environnement scolaire très défavorable, qui n'est pas propice vraiment aux enseignements apprentissages. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et un grand honneur et un réel plaisir vraiment que nous accueillons cette nouvelle qui consiste à lancer le programme, en tout cas de résorption des abris provisoires. En tout cas, merci beaucoup et vivement que ce programme vraiment réussisse pour l'intérêt des enfants sénégalais, des enseignants et tout acteur du système éducatif. Alors revenons à notre sujet du jour et qui consacre l'organisation des examens et concours. Et l'examen qui est derrière vous, monsieur l'inspecteur, c'était le CFE et le concours d'entrée en sixième. Quel bilan tirez-vous de l'organisation de ces deux examens? Voilà, je dirais simplement qu'une partie de l'examen est derrière nous, mais il reste les résultats qui certainement, nous l'espérons, seront en tout cas très, très probants, des résultats très positifs par rapport, qui seront en tout cas à l'aune des efforts que le ministère et l'ensemble des acteurs ont consentis pour permettre au potage vraiment de réussir en masse. Donc en gros, c'est un examen que nous avons organisé au niveau central, au niveau du ministère, par le truchement de la direction des examens et concours, et avec l'appui des acteurs du niveau déconcentré que je voudrais vraiment féliciter et remercier au passage. C'est un examen donc que nous avons organisé en traversant toutes les phases du processus et qui nous a... Cette traversée-là nous a permis en tout cas d'aboutir à des résultats, pour le moment, qui ne sont pas encore des résultats statistiques, mais des résultats du point de vue de la qualité de l'organisation, des résultats probants. Comme vous le savez, c'est un examen que nous avons fait avec un nombre d'inscrits de 300 880 candidats, dont 169 361 filles, 61 filles, avec 2018 centres, 24 072 surveillants à raison de 2 surveillants par salle, avec 10 090 secrétaires à raison de 5 secrétaires par centre. Bon, là aussi, il faut voir que une évaluation qui charrie autant d'acteurs et autant de moyens mérite vraiment, en tout cas, d'être prise au sérieux. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale en prenant toutes les dispositions utiles qui ont permis vraiment d'avoir une organisation sans anicroche de cette évaluation, de ces deux évaluations que sont l'entrée en classe de 6e, le concours,
et l'examen du CFE. Mais aucun dysfonctionnement majeur ne nous a été signalé tout au long du déroulement de cet examen. Il faut dire que cet examen a été organisé sous 2 formats cette année, ce qui est très rare, parce que cette année aussi, en même temps, la direction des examens concours en a profité pour expérimenter un nouveau modèle d'organisation que constitue la gestion du CFE dans les centres. Et cette expérimentation a eu lieu au niveau de l'Académie de Dakar. C'est ce qui explique ces 2 vitesses. Peut-être on a vu l'IA de Dakar sortir ses résultats, alors que les autres IA attendent toujours. Voilà, tous. Voilà, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Vous savez, les résultats que nous avons enregistrés pour le moment avec l'organisation du CFE dans les centres montrent un peu la pertinence du ministère dans ses choix. Parce que le ministère, depuis l'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle d'abord la gestion en ligne. Le ministre avait instruit le directeur des examens concours en tout cas d'expérimenter ou bien d'instituer la gestion en ligne des examens. Et ça nous a permis vraiment de réussir beaucoup de choses l'année dernière. Nous y reviendrons avec les avantages. Mais c'est par la suite vraiment qu'on a vu qu'il est possible quand même, avec cette gestion en ligne qui nous permet d'avoir les résultats en temps réel, toutes les données en temps réel partout sur le territoire national. C'est ça qui nous a permis de penser que la gestion dans les centres au niveau du CFE en tout cas est possible. Mais pour cela, il faut d'abord passer par l'expérimentation et c'est ce que nous avons fait au niveau de l'Académie de Dakar. Et très rapidement, au niveau de l'Académie de Dakar, je dirais que l'IA de Dakar, c'est l'IA de Dakar qui a exprimé la demande auprès de M. le ministre de l'Éducation nationale pour, en tout cas, faire le pari d'expérimenter cette innovation pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Et il y avait un nombre d'inscrits de 19 608 candidats qui étaient enrôlés. Et les présences étaient 19 447, soit un taux de présence de 99,18%. Les admis, l'effectif des admis est de 15 603, soit un taux de réussite global de 80,23%. Vraiment, c'est un taux qui est en tout cas nettement au-dessus de la moyenne, très satisfaisant et qui laisse présager que vraiment le choix du ministre, de M. le ministre de l'Éducation nationale par rapport à cette innovation est un choix très pertinent. Et maintenant, il restera à aller au fond. Nous avons reçu le rapport de M. l'inspecteur d'Académie de Dakar, un rapport aussi qui, si vous le parcourez, vous verrez que vraiment beaucoup de choses ont été réussies, mais nous allons peut-être vers un cadre beaucoup plus large avec d'autres acteurs pour analyser un peu les résultats, en tout cas analyser cette évaluation dans tous ses aspects. Mais pour le moment, vraiment, nous remercions beaucoup l'inspecteur d'Académie de Dakar qui a pris le pari pour avoir osé vraiment prendre le risque vraiment de l'organiser. Oui. Mais vraiment, il l'a réussi de main de maître. Merci beaucoup. Avec un temps record de 9 jours, est-ce qu'on peut s'attendre à une généralisation vers les autres IA? Oui. Étant donné que l'expérimentation a donné en tout cas satisfaction. Vous savez, dans le conseil au niveau du conseil interministériel, la décision était d'examiner. Il avait été donné instruction à M. le ministre de l'Éducation nationale par M. le Premier ministre d'examiner l'opportunité d'organiser le CFE dans les centres depuis l'administration des épreuves jusqu'à la publication des résultats. Si vous vous rappelez, vers les années 80, 78, etc., c'est ce format-là qui était appliqué dans l'organisation du CFE. C'est par la suite maintenant qu'on l'a changé. Donc on veut faire revenir ça. Et en 9 jours, l'IA de Dakar a réussi le pari vraiment d'organiser et de publier les résultats. Actuellement, avec l'ancienne formule, nous n'avons pas réussi ça. Bien que l'année dernière, on a gagné 1 mois avec la gestion en ligne. Donc nous espérons, en tout cas, que l'année prochaine, nous allons appliquer cela. Mais pour cela, il va falloir avoir, en tout cas, passer par le bilan et avoir l'autorisation de la tutelle. Très bien. Très bien. Avoir l'autorisation de la tutelle. En tout cas, c'est toutes nos félicitations à M. Chafay, inspecteur d'Académie de Dakar, pour avoir osé ce pari. Merci. Et toujours parlant donc de ces résultats, par rapport à l'application Anadol, quel avantage cette application pourrait donner vraiment dans le cadre donc, de la gestion des examens et concours? Très bien. Vous savez, l'organisation de la digitalisation
constitue une étape extrêmement importante, en tout cas qui restera dans les annales de la DICSCO. Parce que c'est cette digitalisation qui nous a permis vraiment de créer une sorte de révolution. En 2018, on l'avait expérimenté lors des concours d'entrée aux établissements d'excellence, mais c'était avec des effectifs très réduits. Donc, il fallait vraiment continuer sur ce travail, mais c'est à partir de 2024, lorsque le ministre de l'Éducation nationale, en tout cas sous son magistère, il a instruit le directeur des examens et concours d'aller en tout cas vers la mise à l'échelle, en maillant le territoire national, surtout avec les examens nationaux à grand effectif tels que le CFE, qui charrie plus de 300 000 candidats, et le BFM qui charrie près de 200 000 candidats. Lorsqu'on l'a essayé l'année dernière, on a démarré par les préalables. Il fallait d'abord informer les acteurs, les former, les IA, les IF, les chargés des examens, donc les BEXO. Et il y a eu des démultiplications avec les directeurs d'école et les autres acteurs. Ce qui fait qu'in fine, tous les acteurs étaient prêts vraiment pour, en tout cas, entrer dans cette innovation. Mais cette innovation, on l'a remarqué, comporte beaucoup, en tout cas, permet d'avoir des données accessibles en temps réel. Et il comporte beaucoup d'atouts. L'atout le plus visible, en tout cas le plus ressenti ici, c'est la publication simultanée du CFE et de l'entrée en sixième. Comme vous le savez, les sessions antérieures, on perdait presque 2 mois et demi à 3 mois pour publier les résultats de l'entrée en sixième. Pour le CFE, on perdait presque 1 mois et demi parce qu'il fallait passer par administrer les épreuves, prendre les dossiers annexes, les documents et tout, acheminer vers les IF, qui vont acheminer vers les IA. Et là, on devait, en tout cas, convoquer une commission spéciale, faire l'anonymat, le secrétariat et tout ça. Un long processus. Après, un long processus. Donc, faire la mise en paquet et ventiler de manière croisée ces paquets pour permettre aux IF de corriger les copies des autres IF, des candidats des autres IF. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Et ça aussi, ça créait, il y avait un lourd poids psychologique pour les candidats qui étaient vraiment dans un stress permanent. Jusqu'à la rentrée des classes. Jusqu'à la rentrée des classes. Et après, maintenant, la publication des résultats du CFE, il fallait maintenant envoyer les dossiers à la DICSCO qui va procéder au contrôle, etc. Il y avait énormément de pertes de temps. Mais avec la gestion en ligne, on s'est rendu compte qu'il y a eu un gain de temps significatif dans le traitement des données et dans la publication des résultats. L'année dernière, on a fait juste 1 mois pour publier simultanément les deux. L'autre, c'est le renforcement de la transparence et la fiabilité des données. C'est extrêmement important. Parce que si les données ne sont pas fiables, un examen ne peut pas être un baromètre. Ou bien une évaluation ne peut pas être un baromètre. Et là, avec la saisie contradictoire qui a été introduite au niveau de l'application, et vous savez que le CFE et l'entrée en sixième, on applique la double correction. Donc un candidat doit être corrigé 2 fois pour la même copie et pour la même épreuve. Et là, au niveau de l'application, quand le candidat a une première note, lors de la première correction, une note, cette note-là sera saisie 2 fois par 2 agents de saisie, qui ne sont pas en tout cas, qui ne sont pas, qui ne se parlent pas d'ailleurs. Voilà. On leur soumet les fiches de notes, ils saisissent. Et c'est l'application qui capte les saisies. Mais dès qu'il y a écart entre la saisie d'une même copie d'un candidat, automatiquement la plateforme est au rouge pour signaler qu'il y a écart. Donc c'est ça qui explique la fiabilité des notes. Et la double correction, nous savons que ça permet vraiment d'avoir des corrections de qualité. L'autre, c'est l'archivage des documents. Pour un candidat qui perd, ou bien un élève qui perd son extrait de naissance, etc. En cas de force majeure, je prends l'exemple des états civils qui subissent par exemple des incendies et tout. Dès que le candidat se rend au niveau de son IF ou de son IA ou à la DICSCO, au niveau de la plateforme, tout de suite, on peut lui restituer, générer son extrait de naissance. Il y a le paiement en ligne, le recouvrement de tous les frais d'inscription. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il y a l'authentification par QR code, des relevés de notes, des attestations et des diplômes. Ça aussi, c'est extrêmement important. Les parents même pourront accéder à ce site. Oui, ils peuvent accéder à cela. Donc, et même nous prévoyons la diffusion des résultats par SMS plus tard. Parce qu'on le fait avec le bac et les concours même d'excellence d'entrée au concours.
les concours d'entrée aux établissements d'excellence tels que Mariamaba, Dararama et le lycée scientifique d'excellence. Même avec la présélection au niveau du CREM. Donc nous comptons en tout cas l'appliquer plus tard pour le CFE et l'entrée en 6e. Voilà donc quelques avantages. Des avantages de ce logiciel Anadol. Voilà. Donc par là aussi on va parler de la sécurisation également, qui est un grand défi également. Très grand défi. Voilà, quelles sont les dispositions qui ont été prises cette année pour vraiment sécuriser les épreuves, le déroulement et jusqu'à vraiment les résultats. Voilà, donc vous savez que l'organisation des examens et concours s'articule autour de 3 phases. La première phase, c'est la phase de construction ou d'élaboration des épreuves. La deuxième phase, c'est la phase de levée des épreuves. Bon, je dirais levée, mais c'est la phase de reprographie, de saisie, de reprographie, de sécurisation des épreuves et de levée. La dernière phase, c'est la phase d'évaluation. C'est l'après, donc avant, pendant et après. Pour la première phase, avant l'administration des épreuves, c'est la construction des épreuves. Très rapidement, cette construction est en tout cas assurée par une commission composée d'agents, d'inspecteurs de l'éducation et de personnes ressources chevronnées et d'agents de la DEXCO qui sont chevronnés, mais aussi qui sont irréprochables en matière en tout cas de morale. D'éthique et de morale. C'est ça. On organise, donc on élabore les épreuves. Après, tout de suite, on va passer à la prévalidation de ces épreuves avec l'équipe en rapport avec l'IGF. Et après, maintenant, on va proposer ces épreuves-là, s'ils sont corrigés si on prend en compte en tout cas l'ensemble des observations qui ont été faites, on les intègre et on propose maintenant à l'IGF. Maintenant, c'est sous forme de 3 ou 4 épreuves. Une épreuve normale et 3 ou 2 épreuves de secours. Et maintenant, c'est l'inspecteur général de l'éducation et de la formation qui est chargé de l'élémentaire qui va valider. Si c'est le franco-arabe, c'est l'IGF en arabe qui va valider. Et après, maintenant, il propose les 3 sujets de famille, de difficultés équivalentes. Il va proposer ça au directeur des examens concours. Après cette phase, maintenant, il va falloir passer à la phase de reprographie, de sécurisation et de manutention, la phase en tout cas de classement des enveloppes contenant les épreuves. Là, si vous venez à la DEXCO, il y a une sécurisation qui est en tout cas très visible. Il y a d'abord les caméras de surveillance. Il y a 2 ou 3 salles qui se communiquent. Et ces 3 salles-là, dans la première salle, vous avez 2 ou 3 personnes, en tout cas dont la moralité n'est pas douteuse. Ces 3 personnes tirent les épreuves, ils les impriment et ils donnent à l'autre équipe qui se trouve dans l'autre salle. Cette équipe aussi est composée d'éléments très restreints, 3 ou 4 éléments qui vont mettre dans les enveloppes. Une fois qu'ils mettent dans les enveloppes, ils ferment, ils mettent le cachet et on va amener les enveloppes dans l'autre salle qui contient le grand groupe. Là où on doit sécuriser, vraiment, ce qui fait que c'est tellement sécurisé avec des caméras de surveillance qui sont là et aussi le chef de la division qui est constamment là pour veiller au grain. Donc c'est comme ça que nous faisons. Après maintenant avoir reprographié toutes les épreuves, les enveloppes sont classées par IA et après on établit le planning de levée des épreuves. Cette année, ce planning s'est étalé sur 6 jours, du 11 au 16 juin. Et on a pris avec comme préférence en tout cas les IA périphériques, tels que Matam, Tambacounda, Ziguinchor, Kédougou. Et ils viennent par vague. Jusqu'aux dernières IA, les plus proches, c'est-à-dire les IA de Dakar. Et sur les 6 jours, donc, on étale la levée des épreuves. Maintenant, ça c'est avant l'administration des épreuves. Maintenant, pendant l'administration des épreuves, les 2 jours, nous mettons en place à la DEXCO un comité de veille et d'alerte. Et même au niveau des IA, instruction leur est donnée, en tout cas de mettre en place des comités de veille et d'alerte pour être à l'écoute du terrain. Nous mettons à l'écoute du terrain pour éventuellement, s'il y a des problèmes, que l'on puisse très rapidement agir pour éviter qu'il y ait vraiment des problèmes qui puissent déborder. Et après passer ces 2 jours maintenant, on va passer maintenant, c'est l'après-administration des épreuves. Là, on commence à traiter les données, etc. Et vous savez aussi que pendant l'administration des épreuves, l'équipe de veille et d'alerte de la DEXCO qui sera mise en place va très, très vite, dès la première épreuve, deuxième épreuve, recueillir l'ensemble des statistiques présentes, etc., pour permettre à M. le ministre de l'Éducation nationale de communiquer sur
sur d'abord le déroulement, mais aussi sur les statistiques par rapport au présent, aux absents, etc. Voilà. En tout cas, inspecteur, on vous dit chapeau, parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu qu'on parle de fraude à l'entrée en 6e. En tout cas, chapeau pour vraiment ce travail de sécurisation que vous menez. Alors, pas mal d'élèves également sont confrontés à un problème d'état civil également. Il faut le signaler. Comment la DEXCO a pu faire pour vraiment gérer cette situation? Voilà, vous savez, la question de l'état civil est une question nationale. Beaucoup de gens croient que la question de l'état civil ne s'applique qu'au niveau de l'espace scolaire, alors que c'est un espace beaucoup plus large. Si vous prenez certaines personnes ont des problèmes avec leur visa, parce qu'ils ont un problème d'état civil. D'autres par rapport à leur passeport, d'autres par rapport à leur pièce d'identité, d'autres par rapport même à leur recrutement. Ils ont des difficultés. Parce que l'état civil se manifeste de plusieurs façons. Il y en a qui n'ont pas d'acte d'état civil du tout. D'autres ont des actes qui sont fictifs. C'est-à-dire que le numéro est attribué à un autre, un réel. D'autres en ont plusieurs, ce qui fait que ça pose problème. Si vous en venez à l'espace scolaire, vous vous rendez compte que ces trois types-là, on les trouve au niveau des élèves. Mais pour la plupart des cas, nous avons des candidats sans extrait de naissance qui n'ont jamais été déclarés. Mais pour cela, le ministère de l'Éducation nationale, au nom du droit à l'éducation, qui dit droit à l'éducation, dit droit à l'évaluation, ayant ratifié en tout cas un certain nombre de conventions et de textes au niveau international, le Sénégal, par respect au droit international, en tout cas par respect à ces textes-là, essaie en tout cas de matérialiser ça à travers ces ministères. Et c'est ainsi que le ministre de l'Éducation nationale a pris les devants. Chaque année, il envoie une lettre à l'ensemble des inspecteurs d'académie et aux inspecteurs de l'éducation et de la formation, leur demandant d'enrôler l'ensemble des candidats potentiels. Avec ou sans extrait. Avec ou sans extrait. Et pour régler ce problème-là. Et on le fait, mais en retour, il demande à ces candidats, en tout cas aux IEF et aux IA, de mettre chacun dans sa structure, de mettre sur pied un dispositif de suivi et d'accompagnement pour accompagner les candidats, essayer d'aider les parents à avoir en tout cas participé à des audiences foraines pour l'obtention de ces actes de naissance. Une fois que c'est fait, maintenant, en tout cas, même si ce n'est pas encore fait, dès que l'enfant est enrôlé sans état civil, si vous entrez dans la plateforme, il y a deux fenêtres. Une fenêtre avec candidat avec état civil et une autre avec candidat sans état civil. Et vous savez, la fiabilité de la plateforme, si vous, M. Sek, vous avez un extrait de naissance, vous êtes né à Dakar, dans telle commune d'arrondissement, vous avez le numéro 32. Pour la même année, moi j'ai le numéro 32. Pour la même commune d'arrondissement. Si vous vous inscrivez en premier lieu, moi, quelque temps après, je viens m'inscrire, la plateforme signale ça. Et tout de suite, on fait appel à nous deux pour nous dire que vous avez deux extraits de même numéro et de même centre d'état civil pour la même année. Donc, allez authentifier vos extraits. Donc, c'est ça l'intérêt de la plateforme. Et ça, nous avons réussi à le faire. Et beaucoup d'élèves, c'est à partir de là qu'ils ont su que leur numéro était fictif. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et nous continuons toujours de le gérer. Mais je dis que si le ministre de l'Éducation nationale octroie cela, en tout cas facilite cela, c'est moins une facilitation qu'une alerte. Parce que vous savez que le baccalauréat est devant nous, devant les élèves. Et ce baccalauréat sanctionne la fin des études secondaires. Et on ne peut pas, c'est le diplôme qui permet aux candidats, aux élèves de pouvoir sortir, aller à l'étranger, continuer leurs études. Donc, ça, c'est des alertes que le ministre lance parce qu'il ne veut pas freiner l'enfant dans son cursus scolaire. Donc, les parents doivent prendre ça comme tel. Et ça permettra en tout cas d'aller très vite régler ce problème d'état civil pour permettre aux enfants plus tard, lorsqu'il aura à faire le bac, de ne pas avoir certains problèmes. Voilà. C'est ça. Et le gouvernement est en train de faire vraiment beaucoup d'efforts vraiment pour régler ça. Maintenant, la question de l'état civil, le vrai problème, c'est la digitalisation. Et je crois que le Premier ministre l'a dit lors du Conseil interministériel de l'année dernière. Il a dit que la question de l'état civil, il faut régler ça à travers la digitalisation. Tout à fait. Il faut mailler le territoire national pour permettre à tout un chacun de pouvoir avoir un extrait et un seul
pour pouvoir continuer son cursus scolaire. On arrive encore sur un autre point d'actualité qui concerne également la DEXCO, c'est la suppression du concours d'entrée en 6e. Voilà. Avant d'en arriver, mais je voudrais vraiment un éclaircissement sur cette nuance entre l'examen du CFE et concours d'entrée en 6e. Voilà, vous savez, l'examen du CFE, ouais. C'est un seuil de maîtrise, c'est un examen. Un examen, quand vous avez la moyenne, tu passes. Quand vous avez la moyenne, vous passez. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de nombre de places, etc. Il faut maîtriser, il faut avoir un seuil de maîtrise. En tout cas, il faut respecter le seuil de maîtrise. Si vous atteignez le seuil de maîtrise, tout de suite, même si c'est 5000 élèves qui doivent passer, ils vont passer. Il n'y a pas de limite par rapport au nombre qui doit passer. Maintenant, pour l'entrée en 6e, qui dit c'est un concours. Et qui dit concours dit nombre de places disponibles. Et là, c'est l'excellence, la performance. Là-bas, c'est le seuil de maîtrise. Ici, c'est l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire les meilleurs en nombre, en tout cas qui remplissent les premiers, le nombre de places autorisées. Ce sont ces meilleurs-là qui passent. Donc, du point de vue de la sélection, l'entrée en 6e dépend en partie du nombre de places. Wow. Tout à fait. Maintenant, l'entrée en 6e, si vous savez, quand on a créé l'entrée en 6e, avant, c'était l'État du Sénégal, avant vers les années 60 et quelques, il y avait un déficit. Il y avait un déficit d'infrastructures, un déficit d'enseignants. Et l'État ne voulait pas qu'à partir d'ici, il faut que tout le monde passe, faire le 6e, la 6e, pardon. Il fallait trouver un filtre pour voir un peu corréler la sélection au nombre de places. Et ainsi, ils ont instauré, on a institué le concours d'entrée en classe de 6e. Mais en 2004, on a voté une loi qui est venue modifier et compléter la loi d'orientation 91-22 du 16 février 91. C'est la loi 2004-37 du 15 décembre 2004 qui, en son article 3, on a ajouté à l'article 3 un article qu'on appelle l'article 3 bis. Et je vais vous le lire rapidement. Il est mis article 1er, il est ajouté à après l'article 3 de la loi d'orientation 91-22, l'article suivant, article 3 bis. La scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans. L'État a l'obligation de maintenir au sein du système scolaire les enfants âgés de 6 à 16 ans. La scolarité obligatoire est assurée gratuitement au sein des établissements publics d'enseignement. Il est fait obligation aux parents dont les enfants atteignent l'âge de 6 ans de les inscrire dans une école publique ou privée. Donc, vous voyez, c'est cette loi-là qui complète la loi d'orientation 92-22 qui est venue instituer l'obligation scolaire. L'État a l'obligation de maintenir les enfants et de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent travailler. Mais le parent aussi, dont l'enfant est entre 6 et 16 ans, a l'obligation, en tout cas, d'inscrire son enfant dans une école publique. Donc, l'entrée en 6e est venue, cette loi-là est venue obliger le parent à laisser son enfant pendant 10 ans à l'école, 6 à 16 ans. Donc, l'enfant, dès qu'il entre à l'âge de 6 ans, il ne doit pas sortir de ce cycle scolaire-là, de l'école publique, tant qu'il n'aura pas fait 10 ans. Et maintenant, lorsque cette situation est posée, vous savez que cette loi aussi n'a jamais été effective. Il y a eu toujours des réticences. Les autorités, conscientes des efforts qu'elles sont en train de faire par rapport aux infrastructures, tout à l'heure, nous venons de voir que M. le ministre est en train de travailler sur l'éradication, la résorption des abris provisoires. Voilà autant d'efforts qui font que les infrastructures de plus en plus deviennent, en tout cas, sont en nombre suffisant. Et c'est sur cette base-là, par rapport à l'obligation scolaire, que le Premier ministre a demandé, lors du conseil interministériel, a demandé au ministre de l'Éducation nationale d'étudier, d'examiner l'opportunité de la suppression de l'entrée en 6e. Parce que d'abord, quelque part, même c'est du djub-jubanti. Parce que ce n'est rien que ce triptyque-là n'est rien d'autre que se conformer aux textes, aux lois qui sont déjà définies. C'est quoi? Cette loi d'orientation, cette loi sur l'obligation scolaire doit être appliquée dans toute sa rigueur. Maintenant, si l'enfant entre, il a des problèmes, des difficultés, il faut essayer de le redresser, de l'aider à poursuivre. Maintenant, au sortir de ces 10 ans
après la classe de 3e, si l'enfant ne peut pas suivre, on peut l'amener maintenant dans une structure de formation professionnelle. Voilà un peu ce que recouvre cette directive de M. le Premier ministre qui demande qu'on examine l'opportunité. Donc il a été très prudent qu'on examine les conditions vraiment qui permettent la réalisation, en tout cas de cette réforme. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, monsieur l'inspecteur, merci pour cet éclaircissement. Mais le CFE, nous allons peut-être passer à une autre étape de votre mission, c'est l'organisation de l'examen du BFM également, qui profile à l'horizon le 16 juillet. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que tout est fin prêt pour vraiment un bon déroulement des épreuves? Exactement, conformément aux directives que M. le Premier ministre a données lors du Conseil interministériel concernant l'ensemble des examens concours et des examens concours aussi professionnels comme scolaires, etc. Nous, à la direction des examens concours, nous avons en tout cas pris les devants. Le ministre, après avoir en tout cas lancé la décision, envoyé la décision d'ouverture et de clôture de l'examen du BFM, la direction des examens concours s'est automatiquement lancée, en tout cas dans les activités. Comme on l'a fait de la même façon que le CFE. Même par rapport à la sécurisation des épreuves, c'est le même format. La seule différence entre le CFE et le BFM, c'est que le BFM, en tout cas tout le processus, depuis de l'administration des épreuves à la publication des résultats, tout cela se fait dans le centre, par l'intermédiaire des présidents de jury et de leur commission de délibération. Donc, jury de délibération. Donc, pour le BFM, on est fin prêt. En tout cas, toutes les dispositions utiles ont été prises et nous en sommes actuellement à un nombre d'inscrits de 191 669 candidats. 191 669 candidats, dont 111 820 filles. Le nombre de jurys est de 1343. Le nombre de centres, 1192. Maintenant, pour les candidats à besoins éducatifs spéciaux, surtout par rapport aux non-voyants, parce que ça nécessite qu'on fasse des transcriptions, nous en sommes à 21 déficients visuels, dont 18 non-voyants et 3 malvoyants. Voilà. Maintenant, des dispositions ont été prises pour, en tout cas, ces candidats en situation de handicap. Il y a aussi ce qu'on appelle les handicapés moteurs, les enfants porteurs de handicap moteur. Ces types de handicap sont pris en charge au niveau déconcentré, parce qu'il faut leur faciliter en tout cas l'accessibilité dans le centre. Mais pour les non-voyants, il va falloir transcrire les épreuves en braille, d'abord les adapter et les transcrire en braille, et leur faire aussi bénéficier du tiers-temps pédagogique. C'est-à-dire que si l'épreuve est d'une heure de temps, on y ajoute le tiers de 60 minutes, ce qui fait 80 minutes. Voilà. Et des dispositions aussi, en tout cas particulières, sont prises au niveau de chaque centre pour leur permettre de pouvoir, en tout cas, composer au pied d'égalité avec les enfants dits qui ne sont pas porteurs de handicap. Très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, le nombre de 100 candidats sans état civil au BFM, c'est 6469. 6 000 encore un nombre. Oui, 6469, dont 2988 garçons et 3481 81 filles. Voilà. Ils vont aussi composer comme vous avez géré. Oui, comme on l'a dit, ils vont composer. Maintenant, le dispositif, en tout cas, continuera avec les audiences foraines, en collaboration avec les parents et les directeurs d'école. Les IEF et les IA vont travailler dans ce sens pour faire acquérir au maximum de candidats, ou pour même à tous les candidats, l'obtention de l'extrait de naissance avant même l'ouverture des classes. Ça, vraiment, c'est un souhait que nous émettons. Et le niveau déconcentré est à pied d'œuvre. Nous espérons qu'en tout cas, le maximum de candidats pourront avoir l'extrait de naissance. Par rapport à l'organisation du BFM, il y a même des voix qui sont levées ces derniers temps avec les syndicalistes qui réclament l'académisation du BFM. Oui. Vous en dites quoi? Oui, vous savez, l'académisation, c'est une réforme ou innovation qui consiste à déléguer entièrement l'organisation d'une évaluation à une académie. Et à partir de ce moment, l'académie pourra élaborer ses épreuves, en tout cas mettre en place un dispositif qui permettra de gérer l'évaluation, l'examen ou le concours dans en tout cas sur toute l'académie. Donc, ça peut aussi consister au fait que c'est la DEXCO qui donne les épreuves,
mais ça s'arrête là. Les académies vont gérer de A à Z le processus. Oui, c'est deux, en tout cas, deux options. Mais l'une dans l'autre, il faut savoir que cette académisation-là doit d'abord se faire avec un certain nombre de préalables. D'abord, pour moi, le premier préalable en tant que technicien, c'est que les IA, en tout cas, soient dotés de moyens suffisants qui leur permettent, en tout cas, de conquérir, en tout cas, d'être au pied d'égalité pour pouvoir, en tout cas, organiser correctement cela. Il y a aussi d'autres considérations par rapport même à l'aptitude à pouvoir trouver suffisamment de ressources humaines qui pourront s'atteler à cette organisation. Parce que il n'est pas dit que l'ADEXCO, qu'une académie on lui a confié une évaluation, qu'elle est prête à le faire. Donc il va falloir en tout cas qu'on essaie d'éradiquer l'ensemble des écarts, tous les écarts qui peuvent survenir dans la proclamation, dans l'organisation de ces évaluations. Avant, l'autre préalable, il faudrait aussi qu'on passe à la réforme du BFM. Le BFM, sous son format actuel, il est très difficile de l'organiser, de l'académiser. Vous savez, un BFM qui dure 10 jours, avec près de 11 épreuves obligatoires, des épreuves de section qui peuvent aller jusqu'à 6. Et tout ce dispositif-là, très lourd, si vous le mettez entre les mains des IA, il peut y avoir des problèmes. Ça peut être très compliqué. Mais il y a des disciplines ou des sections où certaines IA ont quasiment presque pas beaucoup de ressources humaines. Et ça peut poser problème, ça peut créer des lenteurs et ça peut en tout cas amener des difficultés au niveau national. Donc je crois qu'il faut passer d'abord par la réforme. Et cette réforme-là, nous avions déjà lancé en tout cas cette innovation. Mais c'est par la suite que le ministère a constaté que comme il y a la révision des curricula, il faut d'abord réviser les curricula, après maintenant passer à la réforme du BFM. Et maintenant, si c'est déjà fait, maintenant on peut penser à l'académisation. Et aussi le CFE, beaucoup de voix célèbres pour parler aussi, mais c'est la même procédure. Moi, je crois qu'il faut d'abord commencer par réviser les curricula, voir un peu le format, réformer un peu les deux examens, et maintenant passer à l'académisation. D'autres voix qui se sont fait entendre également, c'est nos parents arabisants qui également s'agitent par rapport au CFE et au BFM arabe. Oui, vous savez, en 2013, si je ne me trompe, le gouvernement d'alors, le président d'alors avait institué le bac arabe, parce qu'il y avait une forte demande par rapport aux acteurs de l'option arabe. Mais vous savez, c'était bien quand même, c'était bien, ça a permis de régler beaucoup de problèmes. Mais maintenant, il faudra qu'on aille vers une cohérence interne. Parce que quand un enfant fait le CFE sous une option qui n'est pas arabe, avec une option qui n'est pas arabe, il fait le BFM avec une option qui n'est pas arabe. Arrivé maintenant au secondaire, on lui demande d'embrasser l'option arabe pour faire le bac arabe. Parfois, ça peut créer des difficultés. C'est pourquoi de plus en plus, en tout cas, les autorités sont en train d'examiner l'opportunité d'instituer le CFA arabe et le BFM arabe. Et je crois que, Inch'Allah Rabbi, les acteurs sont en train d'y réfléchir sous le magistère de M. le ministre de l'Éducation nationale. Et nous espérons avoir en tout cas des résultats probants par rapport à cette réforme qui ne tardera pas certainement à être dans le landerneau scolaire. Très bien. Inspecteur, l'émission tire à sa fin. Peut-être le dernier mot, ce serait quel message aujourd'hui voudriez-vous lancer à l'endroit de ces potages qui vont faire le BFM, l'examen très prochainement, surtout les inviter à ne pas utiliser les téléphones dans les centres. Voilà, donc c'est un message vraiment d'encouragement et de souhait. Je voudrais d'abord souhaiter aux candidats du CFE, parce que rappelons que il n'y a qu'une seule, dans une seule IA qu'on a publié les résultats, mais les autres sont en train d'attendre. Donc, on va leur souhaiter, ces candidats du CFE et du BFM, vraiment une bonne réussite. Une bonne réussite et nous leur souhaitons qu'ils passent en classe supérieure avec des résultats, mais aussi avec un niveau assez très acceptable qui leur permettront de poursuivre tranquillement leur cursus scolaire. L'autre élément, c'est remercier l'IA de Dakar au nom de monsieur le directeur des examens et concours. Parce que l'IA a fait le pari vraiment d'organiser le CFE dans le centre et avec
en tout cas, toute l'expertise que nous lui connaissons avec lui et son équipe. Il a réussi vraiment à ce pari et nous ne pouvons que le remercier très sincèrement par rapport à cela. L'autre élément, c'est souhaiter, en tout cas, que le BFM se déroule dans d'excellentes conditions, sans anicroche, comme s'est déroulé le CFE. Ça permettra, en tout cas, si tel est le cas, ce sera à l'honneur de notre système éducatif. Et donc, je voudrais lancer un appel à l'ensemble des acteurs, les parents d'élèves, les syndicats, les enseignants, que tous se saignent les reins pour qu'on puisse atteindre en tout cas l'objectif en tout cas qui est visé, avoir des résultats probants qui nous permettront en tout cas de passer l'examen en paix et avoir des résultats avec un taux de réussite acceptable. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, inspecteur. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce plateau, de débattre autour des questions d'organisation du CFE, du BFM, de l'entrée en 6e. En tout cas, merci infiniment et on vous souhaite vraiment une très bonne chance, un plein succès.